Merci bien, Monsieur Bazongo, pour cette invitation. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir prendre part à cette semaine sur l'intelligence artificielle. Voilà, Donc, comme vous le disiez, hein, en fait, le thème, il est assez technique et j'espère en tout cas que la plupart de ceux qui sont connectés ici sont un peu du domaine de l'énergie ou de l'électricité. Dans le cas contraire, bon, on va tenter en tout cas d'utiliser en fait les termes qui pourraient être facilement compréhensibles par tous. OK, donc si ceux qui sont de l'énergie ou bien de l'électricité, c'est possible de pouvoir faire au moins se lever la main quoi, pour que je puisse avoir une idée. est-ce qu'il y a des gens qui sont de l'énergie parmi ceux qui sont là? Apparemment, Énergie, électricité ou voilà. ok, apparemment non. Donc vous allez devoir aller OK, donc mollo. voilà. OK, il n'y a pas de souci. Donc, je vais commencer. OK. Donc, ma présentation va sur le plan suivant, une introduction et puis une problématique, en fait, et puis faire un bref rappel, en fait, d'un certain nombre de concepts. Il y aura aussi les objectifs de ce travail-là, la méthodologie suivie et ensuite une présentation, en fait, des résultats qui ont été trouvés, une analyse et une discussion. Enfin, je vais terminer par une conclusion. Il faut dire que ce travail, je l'ai fait dans le cadre, en fait, de ma thèse. Donc, j'ai eu à écrire un article là-dessus, justement. Voilà pourquoi je disais que c'est des termes assez techniques, mais je pense qu'on va tenter de diluer autant que possible. OK, donc je me présente, je suis Célestin Cambou. J'ai fait une formation en ingénieur système électrique au Maroc. Et l'option, c'était automatique, automatisme et informatique industrielle. J'ai ensuite fait un PhD en 2022 que j'ai eu à soutenir en génie électrique et énergétique. Et bon, j'ai fait aussi certaines certifications, notamment le CEM, Certified Energy Manager, et une certification en énergie renouvelable, co-organisée par le West African Power Pool et puis l'Institut des yeux. Je suis également expert en électricité, énergie et énergie renouvelable au sein de l'ANERE, qui a constitué en fait un pool d'experts justement du domaine-là. Et actuellement, je travaille en tant que chef de service études des énergies renouvelables à la SONABEL. OK, donc en fait, notre travail est parti d'un constat, hein, un constat que tout le monde sait. C'est le faible taux d'accès à l'électricité en Afrique généralement et au Burkina Faso en particulier. Et en fin 2022, à titre d'exemple, il est ressorti que 22,5% des Burkinabés avaient accès à l'électricité. Et particulièrement en milieu urbain et rural, on a un très faible taux qui est autour de 5,3%. Donc, faire appel aux énergies renouvelables. Et voilà, il ressort également que le potentiel en a, paradoxalement, c'est l'un des continents justement où le faible est une. Donc, je disais donc que bon, le Burkina Faso et l'Afrique en général, hein, ils ont l'un des taux, bon, l'un des taux en énergie renouvelable les plus élevés au monde, notamment le solaire. Et paradoxalement, c'est la partie du monde qui a le plus faible taux d'accès à l'énergie. Et mon travail a concerné surtout la zone du Sahel, puisque bon, c'est une des zones qui a un certain nombre de caractéristiques semblables. Donc, je me suis focalisé sur la partie nord du Burkina, notamment la partie du Sahel. Voilà. Euh, Comme problématique, il faut, comme je l'ai dit au préalable, l'intégration des énergies renouvelables intermittentes au réseau électrique est un challenge actuellement. Et c'est aussi un challenge nouveau, puisque les gestionnaires d'énergie comme la Sonabel avaient en fait une autre conception du système électrique, mais avec, voilà, les énergies renouvelables, il s'avère qu'il faut peut-être repenser notre réseau. Et l'un des problèmes, justement, c'est l'intermittence de ces sources renouvelables-là. Et qui dit intermittent dit non contrôlabilité. Et donc, voilà, il faut trouver les moyens pour pouvoir permettre justement leur injection au réseau tout en gardant une stabilité de ce réseau-là. Notre travail, le travail a
consisté en fait, premièrement, à faire une modélisation en fait du réseau électrique burkinabé. C'est pas l'ensemble du réseau, hein, un réseau assez réduit, mais avec des paramètres réels du réseau. Et aussi à faire une proposition de VSJ. VSJ, c'est Virtual Synchronized Generator. C'est pour dire que c'est un générateur synchrone virtuel qui a été modélisé justement. Donc, je disais, après la modélisation du réseau électrique, il a été aussi question de modéliser un générateur synchrone virtuel. Puisque, comme je le disais, en fait, les énergies renouvelables intermittentes ne sont pas comme les groupes thermiques que nous connaissons. Il y a une certaine variabilité, une certaine non-contrôlabilité. Du coup, quand il y a un nuage qui passe au niveau d'une centrale solaire, il y a des conséquences sur le système électrique qui est déstabilisé. Par contre, pour les groupes thermiques, ce n'est pas le cas puisqu'il y a une certaine inertie qui fait que voilà, quand la charge varie, le groupe tente de s'adapter et donc le réseau est stable. Mais avec les énergies renouvelables intermittentes comme le solaire ou bien l'éolienne, ce n'est pas le cas. Quand il y a un problème, le réseau est déstabilisé. Donc, en fait, c'était de trouver une solution pour que quand il y a des perturbations, que le réseau quand même puisse être toujours stable. Donc, l'idée, c'était de modéliser en fait un système qui puisse avoir le comportement d'un réseau, bon, d'un générateur réel, quoi, mais en virtuel, à travers justement un algorithme d'optimisation PSO qui puisse voilà, suivre son fonctionnement. Et qu'est-ce qui nous a motivés? Bon, l'une de nos motivations, en fait, c'était le fait que, bon, on a un grand potentiel en solaire et en éolien pour certaines parties bon, du Sahel, mais que justement cette intégration de ces énergies renouvelables ne soit pas très satisfaisante. Donc, c'était pour nous une motivation pour effectuer ce type de sujet-là. Et aussi, voilà, c'est que la résolution en fait de cette problématique-là pourrait aider les pays comme les nôtres à pouvoir atteindre voilà, une autosuffisance énergétique. Donc là, je vais passer en fait à un bref rappel. Ici, en fait, c'est un organigramme qui indique les méthodes d'optimisation, de résolution de problèmes. Bon, j'ai tenté de comment dire, de les présenter de les dissocier en deux grands groupes. Premièrement, la méthode exacte que vous voyez à gauche là. OK, donc en fait, cette méthode, elle est propice à une recherche d'optimum local, hein, mais elle ne permet pas de sortir en fait des creux pour rechercher un optimum global. Et l'autre grande partie, c'est la méthode approchée. Elle, par contre, elle tente d'éviter en fait une convergence locale, mais cependant, elle ne permet pas une recherche locale efficace. Donc voilà, c'est ces deux grandes familles-là. Et nous, ce qui nous a intéressés, en fait, c'était, si vous voyez mon écran et mon pointeur, c'est l'intelligence en essaim particulier, PSO, qui fait partie, en fait, de la deuxième grande famille. Donc, dans les méthodes approchées, on a encore deux grands groupes, les heuristiques spécifiques et aussi les méta-heuristiques. OK, donc dans la partie algorithme méta-heuristique, justement, eux, ils permettent en fait, bon, la première partie heuristique. Donc, en fait, la partie heuristique spécifique, ça, c'est pour la résolution en fait de problèmes très spécifiques. Par contre, l'autre grand groupe, la méta-heuristique, ils permettent en fait de résoudre des problèmes assez variés. Et dans cette partie méta-heuristique, il y a encore deux grands groupes, les méthodes à solution unique et les méthodes à population de solutions, dont fait partie justement le PSO, l'algorithme PSO. Alors, la résolution satisfaisante d'un problème d'optimisation difficile, en fait, qui comporte un grand nombre de solutions sous-optimales, il suffit souvent le recours à la méthode heuristique. C'est ce que je le disais tantôt. Et la majorité, en fait, des algorithmes pour résoudre ces problèmes-là, c'est justement les algorithmes de ce deuxième grand groupe des méta-heuristiques à population, et dont fait partie justement l'optimisation PSO. Un bref rappel en fait de la méthode d'optimisation par PSO. En fait, il est parti de comportement des essaims particuliers. Les essaims particuliers, ça peut être un essaim d'abeilles, d'oiseaux, de poissons, tout ça. C'est leur comportement en groupe qui a été pensé
et donc écrire un algorithme qui puisse justement permettre de pouvoir se comporter comme eux. En fait, les concepteurs même de cette méthode-là, c'est les deux messieurs que vous voyez, James Kennedy et puis Russell Eberhard. Et cette méthode est née en 1995 aux États-Unis. Et comme je le disais, hein, en fait, c'est le comportement des essaims qui est modélisé. Donc, chaque individu dans un essaim est connu comme une particule dans la nature et chaque particule se comporte d'une manière qui utilise sa propre intelligence et sa propre mémoire, ainsi que l'intelligence du groupe et la mémoire également du groupe. Alors, comme objectif, en fait, de notre travail là, l'objectif général, en fait, c'était d'assurer une modélisation du réseau électrique et un contrôle, voilà, du générateur synchrone virtuel par régulateur. Bon, PI, PID, en fait, c'est des contrôleurs, hein. C'est des contrôleurs qui sont utilisés dans le système. Maintenant, l'idée, c'était de pouvoir écrire un algorithme PSO qui puisse optimiser, en fait, les paramètres de ces PID-là pour pouvoir permettre la gestion optimale du réseau. Comme objectif spécifique numéro un, nous avons que la modélisation du réseau électrique, les ERI, générateurs thermiques et tout ça sont modélisés. Deuxièmement, c'est déterminer la modélisation de l'inertie virtuelle la plus appropriée dans notre contexte. Et troisièmement, c'était de déterminer et proposer un algorithme PSO pour une optimisation des paramètres des régulateurs PI et PID à travers le logiciel MATLAB. OK, bon, l'objectif numéro 4, c'est maintenant simuler en fait ce modèle conçu là afin de résoudre efficacement les problèmes d'intermittence. Comme je le disais, hein, en fait, la zone qui a été ciblée, c'est la partie du Sahel que vous voyez là, qui comporte une dizaine de pays, hein, dont le Burkina Faso. Et c'est une des zones où justement on a les populations les moins, voilà, qui ont le PIB le plus bas au monde et qui ont l'accès aussi à l'énergie le plus bas. Donc, voilà. Et au Burkina, c'est la zone du Sahel qui nous a concernés, puisque son climat est proche. Bon, son climat fait partie voilà, de la zone sahélienne là. Voilà. Et aussi, il faut le dire, cette zone-là, voilà, c'est une zone qui a un fort potentiel en énergie renouvelable solaire et aussi éolienne. Comme vous pouvez le voir en fait sur les cartes, une étude en fait a montré justement que cette zone-là, en plus du potentiel solaire là, c'est la zone qui a aussi le potentiel éolien le plus élevé du Burkina. Donc, c'est en fait tout cela qui a justifié notre choix pour cette partie sahélienne du Burkina. Alors, les matériels et méthodes utilisés. Comme matériel, c'est le logiciel MATLAB, pour ceux qui le connaissent. C'est un outil très puissant, hein, Donc, je le disais que le logiciel MATLAB a été utilisé pour écrire cet algorithme-là. Le logiciel Neplan pour la modélisation du réseau et des différents équipements. Et voilà, nous avons utilisé en fait une application. Ça, c'est pour en fait la collecte des données de vent. C'est l'Android UNV qui a été utilisé en fait pour cela. Et également une éolienne de 1 kW ainsi qu'un simulateur de vent et un mini anémomètre ont été utilisés justement pour pouvoir mener à bien notre étude. Alors, la méthode de modélisation du contrôle par PI-PID, en fait, nous sommes partis en fait de l'équation que vous voyez là, en fait. OK, donc c'est la puissance de sortie du convertisseur générateur synchrone virtuel là, en fait, qui est égal à... Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails hein, pour ne pas embrouiller. Ce qui est sûr, on est parti en fait de cette formule-là. Voilà, et voilà, pour pouvoir déterminer les paramètres optimaux. Le ROCOF ici, en fait, ROCOF, c'est pour rate of... en fait, c'est le taux de variation de la fréquence, si vous voulez, en AB, est proportionnel au ROCOF, c'est-à-dire le taux de variation de la fréquence, et à la constante d'inertie virtuelle KVI. Donc, à partir de ce constat-là, nous avons en fait utilisé l'entrée de nos différents contrôleurs. PI, PID. En fait, PI, PID, c'est des contrôleurs bon, similaires
puisque dans notre étude, nous avons utilisé les deux contrôleurs pour voir en fait l'un des deux là. Bon, en général, c'est le PID qui est plus robuste, hein, puisque lui, en plus des paramètres du PI, il a aussi un autre paramètre. Il s'ajoute à ces paramètres, donc ce qui fait qu'il est plus robuste. Vous allez le voir en fait dans nos résultats. Mais quand même, nous avons tenu à utiliser ces deux-là pour voir en fait l'impact réel et puis leur comportement à travers notre algorithme. OK, l'objectif principal en fait de contrôler en fait, c'était d'utiliser la technique bien connue du contrôle. Bon, ça, c'est le PID là en fait, c'est un contrôleur rétroactif. C'est pour dire il y a une consigne qui vient et puis bon, il y a une boucle de régulation et puis à la sortie, on a un signal. Mais ce signal, pour qu'il puisse savoir s'il se comporte bien, il faut une boucle pour revenir en arrière et puis comparer en fait, voilà, à la consigne qui a été envoyée. Voilà pourquoi on parle de boucle de rétroaction. C'est bon? Et ces deux contrôleurs, PI et PID, là, nous, les deux, les KP, KI, là, ce sont des constantes en fait. Des constantes KP pour le proportionnel, KI pour l'intégrateur. Ça, c'est PI, comme je le disais, c'est proportionnel intégrateur. Et PIJ. OK, donc je disais qu'une fois la modélisation effectuée, pour le régulateur PI, là, les paramètres optimaux qui ont été obtenus, les voici 2,91 pour le KP et 2,25 pour le KI. Et donc, pour valider en fait cette méthode, puisque en fait, quand on propose une méthode, il faut voir si cette méthode-là est réellement robuste. Pour cela, il faut créer un certain nombre de conditions défavorables et puis voir le comportement de ce modèle-là. En fait, c'est ce que nous allons faire dans la suite et vous allez voir en fait les différents comportements. OK, donc comme paramètre, pour pouvoir justement vérifier cette robustesse-là, il y a eu une augmentation brusque de la charge sur le jeu de barre 15 kV en fait, de notre réseau électrique d'une valeur de 0,02 PU per unit, quoi, en fait, si vous voulez, à 2 secondes. À 12 secondes, il y a aussi eu une augmentation brusque simultanée de la production solaire et de la puissance éolienne. Comme je le disais, en fait, la problématique en fait, de ces sources renouvelables intermittentes, c'est qu'elles peuvent varier brusquement. Donc, quand on propose une méthode, c'est aussi de créer ces variations brusques et puis voir réellement si notre algorithme peut permettre justement un comportement stable du réseau. Donc, quand on crée ces différentes perturbations et on applique les gains optimaux du PI là, le VG permet d'obtenir de meilleures performances et une meilleure stabilité du système. Donc, il apparaît que le nadir, en fait, c'est la valeur minimale de la fréquence et le dépassement, c'est la valeur maximum. C'est pour dire quand il y a les variations là, la partie minimum là, c'est le nadir et puis la partie supérieure, c'est le dépassement de fréquence en fait. Et ces deux éléments, on va voir leur influence une fois que l'algorithme d'optimisation est appliqué à notre système. Donc, comme je le disais, à 2 secondes, il y a eu une perturbation ici et à 12 secondes également. En pointillé, vous pouvez voir que c'est un contrôleur d'inertie conventionnel, hein, sans les méthodes d'optimisation que nous proposons. Et en rouge, c'est justement le comportement avec le régulateur PI et les paramètres optimaux obtenus. Comme vous le voyez, hein, en fait, l'augmentation brusque de la charge sur le jeu de barre 15 kV est appliquée ici à 2 secondes. À 12 secondes, il y a eu une augmentation brusque. OK? Et quand on remarque, le générateur synchrone permet d'obtenir de meilleures performances puisqu'il est moins sensible à ces variations-là. C'est comme s'il est plus stable, quoi. C'est comme quelqu'un, en fait, qu'on pousse brusquement. Sa capacité à pouvoir rester sur place, ça montre en fait qu'il est stable par rapport à quelqu'un d'autre qui pourrait chuter. En fait, en grosso modo, c'est ce qu'on veut faire ressortir. On voit que là, il réagit moins à cette baisse brusque-là. Et là également, la valeur est minimum par rapport à si on n'avait pas de paramètres optimaux. Donc, c'est pour dire qu'il se comporte mieux. Et également, quand on regarde en fait la réponse
en puissance active, puisque dans notre modélisation du réseau, là, il y a les éléments de ces réseaux, il y a, il y a les générateurs thermiques, hein, puisque même si nous proposons une solution pour l'intégration des énergies renouvelables, il faut reconnaître que le réseau électrique réel comporte également des générateurs thermiques conventionnels. Donc, nous avons modélisé plutôt le réseau en tenant compte de ces réalités-là et voir en fait l'impact justement sur ces générateurs-là. Et aussi, il y a eu les BISS, c'est pour dire c'est Battery Energy System Storage. C'est des, bon, en un mot, c'est en fait le stockage, quoi. Donc, c'était de voir en fait le comportement et du générateur thermique et du stockage sur notre réseau par rapport aux variations brusques que nous avions effectuées là. Et on voit justement que en rouge, la variation est moins brusque que quand on n'a pas de correcteur, bon, de paramètres optimisés. Et quand vous le remarquez, en fait, si je reviens en arrière, vous voyez que les variations brusques qui ont été effectuées sur notre réseau là, ici, on a eu une baisse brusque de la charge et ici, une augmentation brusque. Par contre, quand on vient ici, on regarde le comportement du générateur thermique, on voit que la courbe, au lieu d'être en bas, bon, elle monte, quoi. C'est pour dire que le générateur, lui, puisqu'il y a eu une baisse brusque, lui, son comportement, c'est pour stabiliser le réseau, en fait. Donc, quand on baisse quelque chose, lui, il tente de pouvoir augmenter, voilà, sa production pour pouvoir stabiliser, si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et par contre, quand on augmente la charge, il se comporte ici en inverse. C'est pour dire, lui, il descend un peu sa production pour que justement le réseau soit toujours stable, en fait. Et quand on regarde ici, en pointillé, c'est quand on n'a pas appliqué nos paramètres optimaux. Et en rouge, c'est quand on les applique. On voit que le générateur thermique, il est moins sollicité quand on applique nos paramètres optimaux. C'est pour dire que le groupe, il ne va pas produire beaucoup. Donc, voilà, il va, c'est une manière de dire qu'on va moins consommer du carburant pour le fonctionnement de ces groupes. Par contre, quand on regarde au niveau des batteries, on voit que quand on n'applique pas nos paramètres là, la batterie, bon, elle ne réagit pas réellement sur le réseau, quoi. Par contre, avec nos paramètres optimaux, nous voyons que la batterie est plus sollicitée. Donc, en fait, c'est une manière de pouvoir plus faire travailler les batteries qui se sont basées en fait sur les énergies renouvelables par rapport au groupe thermique. OK, donc, une fois que nous avons effectué ces... Nous avons, comment dire, déterminé les paramètres optimaux à travers les PI là, nous avons effectué la même chose sur le régulateur PID. Et les paramètres optimaux qui ont été obtenus, les voici en bas. Pour le KD, c'est 0,0370. Le KI, bon, autour de 9,12. Et le KD, le KP plutôt 2,11. Et également, des perturbations ont été effectuées en fait sur les différents jeux de barres pour voir le comportement. Donc, en rouge ici, c'est le contrôleur avec PID optimisé. En bleu, c'est celui-là avec le PI optimisé que nous avions vu. Et en pointillé, c'est quand on n'a pas appliqué justement nos paramètres optimaux. Nous voyons qu'en rouge, le régulateur avec PID là, il est plus optimum, il est plus optimal plutôt que celui en bleu, qui est lui aussi à son tour est voilà, beaucoup plus optimal que quand on n'applique rien de nos paramètres optimaux là. C'est bon? Comme je le disais en bas ici, en fait, la valeur minimale là, c'est ce qu'on appelle le nadir. Et la valeur, c'est la plus élevée en fréquence, c'est le dépassement de fréquence là. Quand on parle aussi au niveau du groupe thermique et du système de stockage, comme je le disais au préalable, hein, on voit que sans notre système de GSJ optimisé là, le groupe thermique est beaucoup sollicité. Mais par contre, quand on applique nos paramètres optimaux, KP, KI, KD, on voit que voilà, il y a moins de sollicitation de ces groupes thermiques et le proportionnel intégrateur dérivateur PID, lui, encore, il est encore meilleur que le PI là, simplement. Au niveau des batteries aussi, c'est la même chose. Avec la courbe en rouge qui est le PID optimisé, on voit que le système de stockage est plus sollicité. Ah,
En fait, une fois que tout cela a été effectué, nous avons créé maintenant des conditions critiques de faible inertie. C'est pour dire que nous avons dégradé encore plus les paramètres de notre réseau-là et puis voir comment est-ce que le système va se comporter. Donc, nous remarquons, en bleu, c'est le contrôleur conventionnel, hein, en pointillé là plutôt. En bleu, c'est le contrôleur VSJ avec paramètre PI simplement et l'autre, rouge, c'est le PID. On voit que le rouge, il varie moins aux perturbations de fréquence, aux variations brusques de fréquence par rapport au bleu qui est le PI et qui est aussi meilleur par rapport au contrôleur conventionnel. OK. Donc, il ressort en fait de nos différentes simulations que l'inertie du système est... Bon, en fait, ça, c'est toujours les conditions hein, de baisse, de conditions critiques plutôt. Ces conditions critiques-là, c'est une baisse à 70% des conditions dégradées. C'était pour voir en fait le comportement. Bon, c'est ce que j'ai dit au préalable. Et il ressort que le PIPI proposé arrive à résister à de multiples perturbations des sources d'énergie renouvelable intermittentes et des charges, même dans des conditions dégradées de faible inertie, comme vous pouvez le constater. Et bon, en conclusion, c'est pour dire simplement que les contrôleurs PIPID proposés introduits avec notre algorithme PSO là, nous permet de pouvoir faire une intégration massive des énergies renouvelables en, si vous voulez, en copiant en fait le comportement des groupes thermiques là. Donc, on remarque qu'à travers cette solution, il est possible de pouvoir faire une intégration de ces énergies renouvelables et ainsi participer à un développement durable du système énergétique des pays de la sous-région et du Burkina en particulier. Donc, bon, en gros, c'est ça. Je vous remercie. Et s'il y a des questions ou voilà, des éclaircissements, elles seront les bienvenues. Merci bien. J'espère que je OK. n'ai pas aussi été très ennuyé, hein, comme je le disais. Il y a beaucoup de termes techniques. J'ai tenté Effectivement, de diluer autant que possible. effectivement. Merci en tout cas, docteur Kambou. C'est vrai que c'était assez technique, surtout quand on commence avec les équations. Il y a beaucoup qui peuvent commencer à somnoler. Mais peut-être j'allais Oui. poser une question générale en attendant que peut-être quelqu'un euh, pose une question. Dans le chat, si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas, ou bien vous pouvez prendre la parole aussi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez commencer à poser vos questions à Dr. Kambou. Mais moi, la question un peu générale, euh, vous avez parlé de l'algorithme CPSO. Voilà, j'utilise le sigle. Peut-être vous pouvez essayer Oui. d'expliquer c'est quoi cet algorithme-là et puis son lien avec l'IA, pourquoi c'est important, des trucs comme ça. Et voilà, peut-être de façon générale, Oui, je pense allez-y, que je vous peut-être, écoute. non, voilà, peut-être si Allô? on, allô, vous entendez? Une question un peu générale, vous êtes toujours là? Voilà, ok. Bonsoir. Alors, vous avez parlé de l'algorithme PSO, voilà. Moi, Oui. j'aimerais bien savoir que vous puissiez peut-être expliquer de façon très générale, c'est quoi cet algorithme, en quoi il consiste, et puis quel est le problème qu'il résout, et peut-être son lien avec l'IA. Peut-être ces généralités-là peut-être peuvent nous aider à peut-être utiliser ça pour d'autres voilà, d'autres applications ailleurs. Peut-être si ça, on arrive à bien capter ça, je pense que c'est déjà l'essentiel. Bien sûr, en attendant que ceux qui ont des questions dans le chat puissent les poser. Voilà, c'était ma question très générale comme ça. Donc, la question, c'est le PSO, son lien avec... Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez peut-être l'expliquer. Voilà, c'est quel problème il résout et puis son lien avec l'IA. C'est quoi exactement son lien avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, avec les modèles, etc., etc. Merci. OK, merci bien. Bon, comme je le disais, hein, je l'ai présenté en fait un peu dans la présentation. En fait, c'est un algorithme qui simule le comportement des essaims particuliers, des mous d'insectes, de poissons, tout ça là.
Mais ces dessins-là, c'est quoi? Il y a des individus, en fait, qui sont dans un groupe. Et je prends un exemple hein, pour aller chercher à manger, par exemple. On va voir des individus qui sont en groupe, ils se communiquent à travers le groupe, justement. Et ils ont un objectif. L'objectif, c'est de chercher à manger. Donc, une fois que l'un trouve une bonne nourriture, il va communiquer déjà pour lui-même et aussi au groupe d'une certaine manière. Et le groupe va se diriger vers cette source de nourriture-là. Donc, le comportement, quand on l'utilise dans notre système électrique, énergétique, c'était de voir en fait, puisque l'intégration des énergies renouvelables, comme je le disais là, c'est rechercher les paramètres optimaux KP, KE et KD de nos correcteurs là pour pouvoir les intégrer dans notre générateur synchrone virtuel pour que justement le comportement soit optimal. Donc, c'est la recherche optimale en fait de ces paramètres-là. C'est utiliser en fait cet algorithme pour que, voilà, il y ait, comment dire, on met des paramètres, on met des objectifs, puisque pour pouvoir créer cet algorithme, il y a des fonctions, objectifs qu'il faut créer. Tu dis ton objectif, c'est quoi, le nombre d'itérations que tu veux, qu'est-ce que tu recherches. Et quand tu lances ça, l'algorithme intelligent, voilà, il tourne jusqu'à ce qu'il puisse atteindre la cible que tu as demandée d'une manière optimum et avec un temps bien donné. Vous voyez un peu, je ne sais pas si vous me suivez. Et comme Mhm. on a vu en fait dans les différentes présentations passées là, on voit que dans l'intelligence artificielle, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs volets, notamment l'algorithme. Vous comprenez? Mhm. Donc, c'est le volet algorithme justement qui est notre lien avec l'intelligence artificielle là. Ouais. Puisque ce, puisque ce comportement est intelligent, vous me suivez? Oui, 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 oui. Donc, c'est un comportement assez, voilà, un algorithme assez intelligent, justement, qui est utilisé dans plusieurs domaines, hein. Il n'y a pas que dans l'énergie, il y a les drones intelligents à travers le PSO. Bon, il y a tellement de domaines variés, quoi, en fait. C'est Mhm. seulement les fonctions objectifs qu'il faut identifier, le temps que tu veux pour pouvoir réagir. Et puis, voilà, en fonction de cela, quand tu lances, il se comporte intelligemment de proche en proche jusqu'à ce que quand une partie optimum est atteinte, voilà, on peut les utiliser maintenant dans notre modèle pour pouvoir atteindre nos objectifs. Maintenant, bon, je ne sais pas si c'est compréhensible hein, ce que j'ai dit. Bon, en tout cas, je ne sais pas si, en tout cas, dans l'audience, il y a des gens qui comprennent, mais en tout cas, je vois un peu ce que vous dites. Quand vous prenez, par Oui, exemple, l'intervenant passé, par exemple, monsieur Koulibaly, quand il a parlé oui, des différents modèles qu'ils entendent et tout ça, généralement, il y a toujours oui, une optimisation qui est faite au niveau oui, des modèles. Quand vous prenez, par exemple, TensorFlow, il y a des optimisations et vous pouvez avoir différents oui, algorithmes qui sont utilisés pour optimiser vraiment la recherche des paramètres idéaux, les poids, comme on dit. Et voilà, et c'est voilà, sûrement ce que vous avez utilisé, c'est l'un de ces algorithmes-là qui peuvent être utilisés également voilà. pour ces Il y différentes a toute une, optimisations. il y a toute Voilà, une panoplie, hein. On parle de quoi? Algorithme évolutionnaire, de c'est ça, réseau c'est de ça, neurones, de tous c'est ces ça, trucs-là. Mais moi, c'est bon, ça. le PSO, je l'ai utilisé parce que, bon, je trouvais qu'il était plus simple Mhm. et vu le temps que j'avais, donc, je me suis plus focalisé là-bas. Et aussi, bon, en faisant quelques recherches, j'ai vu qu'avec MATLAB, c'était plus simple de pouvoir programmer un tel algorithme. Donc, c'est ce qui OK. a été mon choix pour ça. Sinon, c'est pas que c'est un parti pris pour. Oui, Je oui. pense qu'il y a aussi d'autres algorithmes qui sont performants, hein, mais bon, moi, c'est Mhm. surtout, voilà, OK, OK, la OK. facilité, en fait, de développement dans mon Mhm. modèle. Je vois. OK. OK. Est-ce il y a quelqu'un dans l'audience qui a une question ou sur les matheux de l'audience? Je sais que je vois certains docteurs Vous ou permettez, doctorats. je vais. Oui, oui, allez-y, monsieur Koulibaly. Oui. Ok, merci, Monsieur Cambou. Bon, quand je vois l'image, je vois que c'est un ancien camarade de LTO. On a fait la seconde TI ensemble.
Ah, ok, Merci pour la super. présentation. Merci bien. Ok, Bonsoir, Monsieur Koulibaly. merci beaucoup. Alors, j'avais une question, c'est surtout votre contribution à travers MATLAB. En fait, quel a été le rôle de MATLAB? Parce que nous, c'était l'IA même, on voit que MATLAB, là, effectivement, peut être utilisé pour la modélisation. Je veux savoir, MATLAB, là, vous l'avez utilisé, comment vous avez combiné avec les autres types d'outils pour pouvoir parvenir à ces résultats? OK. En fait, MATLAB, c'est surtout pour la programmation en fait, de l'algorithme là. Ok, Déjà, voilà, la modélisation en fait de nos différents correcteurs PI, PID là, et l'utilisation en fait de MATLAB pour développer l'algorithme et puis déterminer nos paramètres optimaux là, qui vont être utilisés dans le modèle NEPLAN maintenant, qui contient en fait nos différents réseaux et les différents équipements. Donc, c'est surtout l'algorithme PSO pour la détermination de ces paramètres optimaux et puis combiné au réseau électrique développé sur NEPLAN pour pouvoir voir le comportement du réseau. Ok, ok. Merci beaucoup, M. Camo. Moi, je vous en prie. Il y a une ok. question dans le chat, normalement. Il dit, oui, effectivement. Il y a Odrago, je pense que c'est Zenabo qui demande, j'aimerais qu'on m'explique ce que l'algorithme, ce qu'est l'algorithme heuristique. Ok, alors, ok. Donc, Dr. Kambou, c'est quoi l'algorithme Oui. heuristique? Je ne sais pas si OK, bon, je sais pas si on peut dire algorithme heuristique, je sais pas. Peut-être, oui. On vous écoute. c'est les méthodes, hein, Oui. méthodes heuristiques. Comme je le disais, apparemment, eux, ces méthodes-là sont spécifiques même à des données, à des domaines. Voilà, ce n'est pas très généralisé, hein. Quand j'ai fait la recherche bon, de la littérature, j'ai vu que en fait, ces domaines-là, heuristiques-là, les méthodes heuristiques sont plus voilà, spécifiques même à certains domaines. Donc, et contrairement aux méthodes méta-heuristiques qui sont assez globales et qui pourraient donc nous intéresser en fait dans notre modélisation. Donc, bon, si dans l'auditoire aussi, il y a quelqu'un qui est plus comme je le disais, moi, je suis plus énergéticien et puis système électrique. Donc, en fait, j'étais en face d'un problème et pour la résolution de ce problème, justement, j'ai fait des recherches et puis je suis tombé sur, une méthode que j'ai utilisée dans mon modèle pour pouvoir développer. Mais bon, le côté heuristique, c'est surtout la recherche littéraire qui m'a permis de pouvoir voir en fait ça. Mais bon, je ne suis pas rentré en profondeur pour dire pour un développement réel. J'ai vu simplement que ça ne m'intéressait pas trop dans mon travail, mais quand même, il faut le faire ressortir en fait pour dire que ça existe et que voilà, c'est des domaines spécifiques. Ok, Alors, je voulais ça va. Oui, faire un apport en lien avec l'algorithme. Je ne sais pas si. oui, oui, allez-y, allez-y. Voilà, en fait, l'algorithme, pour dire de manière sommaire et de façon générale, hein, en fait, il permet donc de trouver dans le plus rapide possible le chemin le plus court quoi, entre deux obstacles. Je vais dire Ok, quoi? Par exemple, quand on prend deux obstacles, là, il essaie d'éviter les deux. Maintenant, il va prendre là où il a le chemin le plus court pour pouvoir éviter, donc pour éviter donc de perdre du temps et donc pour gagner en rapidité. En fait, c'est un type d'algorithme comme ça. Je pense qu'elle peut taper sur Google pour avoir des informations pour pouvoir ajouter. oui, oui. Comme vous, l'électricien, en fait. Ok, ok, ok. Parce que ça apporte un peu de clarté. Voilà, merci. Euh, peut-être, je ne sais pas si, docteur, comme le projet actuellement, la suite, c'est quoi? Vous avez fait ça, vous avez des résultats. Et si vous êtes à la Sonabel, est-ce qu'il y a un plan d'adoption ou qu'est-ce qui va se passer? Bon, les perspectives, il n'en manque pas, hein. Actuellement, bon, c'était de voir peut-être développer une maquette et puis voilà, intégrer le modèle pour voir réellement le comportement en temps réel de ce modèle-là. Donc, c'est une fois que cette maquette est développée et que voilà, les simulations sont voilà, remarquables à l'œil nu, bon, voilà, c'est maintenant voir comment est-ce que ces méthodes-là peuvent nous aider, nous, au Burkina Faso et en Afrique en général, de pouvoir nous-mêmes permettre de développer des systèmes pour notre intégration, puisque quand on remarque, tout vient de l'étranger, hein. Quand ça vient, c'est sous forme de boîte noire
tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de tes systèmes, tu ne fais que les installer. Mais par contre, si on a des méthodes palpables que nous-mêmes nous développons, ben voilà, ça peut être un point de départ pour un développement d'initiatives locales pour l'intégration d'énergies renouvelables ici. Ok. Je voulais intervenir. Oui, oui, allez-y. Alors, docteur Cambou, je ne sais pas si vous avez un peu une idée donc de ce que la Sonabel a comme système de régulation. Je pense qu'il doit y avoir des régulateurs PID. Maintenant, si vous devrez déployer de telles solutions sur le réseau, par exemple, faut-il qu'on aille carrément à tout changer ou bien ça peut venir s'upgrader pour pouvoir donc à donner plus de performance? Bon, tout changer, ça sera quand même un investissement, hein, puisqu'on a beaucoup de projets quand même qui sont en train de venir. Mais ce genre de trucs-là, en général, on ne parle pas brusquement, quoi. C'est des petites solutions qu'on propose d'abord, on regarde le comportement et puis au fur et à mesure, on peut voir maintenant les possibilités d'intégration. Mais pour un point de départ, c'est peut-être un petit système quelque part à titre, comment dire, à titre de recherche, puisque à la Sonavel, on a un département maintenant recherche et développement. Donc voilà, on a un laboratoire aussi qui commence à être fourni. Donc, comme je le disais, le développement d'une maquette pourrait nous permettre de pouvoir voir le comportement réellement. Maintenant, premier point de départ, ça peut être une petite centrale avec ce système pour voir le comportement et ainsi de suite. Maintenant, voir les perspectives de développement à grande échelle après, quoi. Mais pour l'instant, c'est surtout des petits développements de modèles pour pouvoir montrer que réellement ça existe en notre sein et voilà, dans les projets futurs, voir comment pouvoir en tenir compte également. Okay, merci. Alors, merci, M. Koulibaly, pour votre question. Je pense on a pris le temps. C'était assez technique, mais moi, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Heureusement que c'est aussi enregistré et ça sera sur YouTube. Comme ça, toutes les personnes qui comprennent pourront suivre. Voilà, donc actuellement, on est à UTM, Université de technologie et de management, pour la suite de l'événement de la semaine de l'intelligence artificielle. Ça sera physique, dont le formateur aussi est là ici. Donc, merci à ceux qui étaient en ligne là. Et puis, voilà, merci à Dr Cambou pour sa présentation et à tous ceux qui étaient là pour les questions. Oui. Avant de conclure, oui. Oui, donc l'idée en fait ici, c'était de montrer que l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui s'étend, qui a une infinité de possibilités en fait. Puisqu'il y en a qui se demandaient, mais en énergie renouvelable, comment est-ce qu'on peut parler d'intelligence artificielle, tout ça. Bon, on voit qu'en fait, il y a tellement de méthodes d'optimisation qui existent et il y a toute une panoplie de solutions hein, que, voilà, qui peuvent nous aider en fait pour notre quête d'autosuffisance énergétique. Merci bien.